T'as pas l'impression que ça ressemble au vaisseau? Si, si. C'est quoi, Ouais, c'est un avion, non? Non, zoom. C'est pas un avion, c'est tout lumineux. Ah ouais, avec le soleil qui reflète dessus, mais ça fait pas de traîner, rien. C'est bizarre parce que c'est droit, tout droit. C'est tout droit. Je crois que c'est un vaisseau. Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. On est toujours ce samedi 22 août 2020, 6h03 heure du Québec. Ce 22 août qui se poursuit. Heureux de vous retrouver, chers amis. Vous vous rappelez, cette semaine, je vous ai rapporté l'histoire qui nous provenait des États-Unis, que le Pentagone reprenait son programme d'études et de recherche des phénomènes aériens non identifiés, ou connus anciennement sous le nom d'OVNI, parce que beaucoup de ses membres de l'armée américaine, la marine, avaient eu et avait été témoin d'événements très étranges avec des technologies qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça vient d'ailleurs? Est-ce que c'est des pays qui ont des technologies plus avancées? Eh bien, comme je vous parlais de ça cette semaine, on a hier Tucker Carlson de Fox News, qui, dans une émission de 8 heures, le soir 20 heures de prime time, prend souvent le temps de parler de ces événements-là, de ces phénomènes-là. C'est un des seuls qui a vraiment le courage dans les réseaux nationaux. C'est incroyable quand même. Il parle souvent de ça. Hier, il en a parlé. Il avait comme invité Nick Pope, que tout le monde connaît. On va aller écouter le petit bout de son émission où on nous parle justement du programme de la nouvelle Task Force pour étudier ces fameux phénomènes-là. Donc, c'était hier à son émission. Grande écoute. C'est lui qui a d'ailleurs l'émission la plus écoutée aux États-Unis, Tucker Carlson, anciennement de CNN, qui est, depuis quelques années, la tête d'affiche de Fox News. He has announced the creation of a new UFO task force that will analyze the nature and origin of unidentified aerial phenomena. Donc, on veut étudier l'origine et la nature de ces fameux phénomènes aériens non identifiés. Alors maintenant, on appelle ça des phénomènes aériens non identifiés. Donc, ces nouvelles-là, cette annonce-là arrive après qu'on ait vu circuler, après une déclassification, ces fameuses vidéos qu'on a vues et revues à maintes reprises ici et que vous avez vues sûrement aussi ailleurs. Donc, c'est des pilotes qui sont arrivés, qui ont rencontré des objets non identifiés vraiment étranges qui agissent vraiment de façon très bizarre. Et ça semble défier la physique, tout ça, nous dit Tucker Carlson. Donc, ces images-là ont été capturées par des jets avec des technologies vraiment avancées. Donc, qu'est-ce que cette unité-là va étudier? Qu'est-ce qu'ils vont regarder plus précisément, se demande Tucker. Et qu'est-ce qu'on pense qu'on va trouver? Donc, Nick Pope, c'est l'homme à qui on doit demander ça. Donc, lui, c'est un ancien officiel du ministère de la Défense de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, Nick Pope. He joins us tonight. Nick, thanks so much for coming on. So we've story a couple of times that there's this new task force, but we haven't gotten into the details, and this is an important story. Donc, il dit, on a cette nouvelle unité, on n'est pas allé dans les détails, mais c'est important. To be clear, maybe even more important than our presidential election. C'est même peut-être plus important que notre élection présidentielle, nous dit Tucker Carlson. It's not clear what they're looking for. C'est pas clair ce qu'ils essayent de trouver ou de ce qu'ils cherchent à trouver. And what people who pay attention expect them to find. Et les gens qui portent attention à cette question-là, on n'est pas certain de ce qu'ils vont trouver non plus. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand le Sénat ou le comité de
le renseignement du Sénat américain a demandé report on all this un rapport sur toutes ces histoires-là from the Director of National Intelligence. du directeur national de renseignement. One of their concerns was that a lot of different people in the US government, the military, the Donc, il y a les préoccupations étaient que plusieurs personnes de plusieurs niveaux du gouvernement américain, intelligence community maybe were doing things on this, but no one on pensait que plusieurs de ces personnes-là, à plusieurs niveaux, agissaient ou essayaient de faire quelque chose sur cette question-là. was pulling it all together. So I think one of the first things this task force will have to do is find out who knows what Donc, il dit, une des premières tâches que cette unité-là aura, c'est d'essayer de savoir qui sait quoi about this. à propos de toutes ces histoires-là, de ces rencontres-là, de ces témoignages-là et de ces vidéos-là. And you know, pull it all together and see what we already have on this. Et mettre tout ça ensemble, rassembler tout ça et essayer de trouver qu'est-ce qu'on a déjà sur ces d'informations sur ces phénomènes-là. Issue, perhaps highly classified and Peut-être des documents, des témoignages classés très secrets. deeply compartmentalized. So one piece of information it would be nice to get right away is where is the physical evidence? There is apparently somewhere in the bowels of a U.S. Et ça, c'est important. Écoutez bien ce que Tucker est en train de nous dire là. Et je veux que vous reteniez ce qu'il vient de dire. Puis je vais faire des recherches pour essayer de trouver ce dont il vient de parler. Écoutez bien ce qu'il va répéter, ce que je vais lui faire répéter là, en revenant en arrière. Écoutez bien. piece of information it would be nice to get right away Il is dit un morceau de l'information qui serait bien d'avoir dès maintenant. where is the physical evidence? Where is the physical evidence? Où est la preuve physique? There is apparently somewhere in the bowels of a U.S. government storage Donc, il y aurait apparemment quelque part, nous dit Tucker, dans un entrepôt de l'armée américaine ou du gouvernement américain, facility, physical evidence, the remains les restes des preuves physiques, les restes of one of these unidentified flying d'un de ces objets ou phénomènes non identifiés. Apparemment, si Tucker en parle, c'est qu'il y en a. objects. So why don't we know more about that? Comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus à propos de ça? Well, I've heard these stories too about Donc, il dit, j'ai entendu ces histoires-là aussi this debris, this à propos de ces débris, metamaterial, whatever du matériel métamatériel, nous dit Nick Pope. Métamatériel. one calls it. And again, I think the task force must have access Mais il dit encore là, je pense que, nous dit Nick Pope, que l'unité de cette nouvelle force doit avoir accès to all that information. à toutes And ces one- informations-là. I mean, this is a Navy lead, interestingly, probably Donc ça, ça a été coulé par la marine, cette information-là, à propos des débris, because of all these videos, of course, these à cause de toutes ces vidéos, naturellement, qu'on a pu voir, interactions with the US Navy. les interactions entre la marine américaine et ces objets volants non identifiés ou ces phénomènes aériens non identifiés. Jets that you mentioned, but the Under-Secretary of Defense for Intelligence and Security also has oversight of this. Donc, on a le pouvoir d'aller analyser tout ça dans ce comité-là. And that's very important, and I hope the task force will get Et j'espère que l'unité, la task force, va to the bottom of this and va arriver au fond de cette histoire-là, nous dit Nick Pope. find out what these materials are. Et pour, enfin, essayer de savoir quels sont ces débris. C'est quoi ce matériel-là qu'on a entre nos mains? And you know, look, is this something of ours? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ici, d'un autre pays, d'une autre nation terrestre qui a une technologie avancée, ou si c'est quelque chose d'extraterrestre? Is it Russia? Is Est-ce que c'est la Russie? it China? Est-ce que Or c'est la is it Chine? something else? Ou c'est quelque chose The d'autre? time has come Mais le temps est venu when we need answers to these où on a besoin de réponses, nous dit Nick Pope, questions. à ces It's questions. pretty clear from our conversations with U.S. government officials that they've ruled out Russia and China. Donc, il dit, c'est très, très clair qu'avec les discussions qu'on a eues avec le gouvernement américain, qu'on a déjà éliminé la Russie et la Chine. C'est pas eux autres. Ces débris-là appartiennent pas à ces pays-là, à leur technologie.
don't believe these are aircraft from On pense pas que c'est des avions ou des appareils venant de ces pays-là. foreign militaries. Why would they be keeping the details from the public? What's Pourquoi on garde ces détails-là cachés au public? your best guess? C'est quoi qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi votre conclusion? Well, I think all of these programs, when you get into this subject, it's all very highly classified. Donc, tous ces sujets-là, quand on arrive dans ce sujet-là, c'est vraiment, vraiment classifié, secret. And of course, when you've got these interactions between the phenomena, whatever it may be, Mais quand tu as ces interactions avec ces phénomènes, peu importe quels sont ces phénomènes, and these multi-billion dollar assets, et tous ces milliards de dollars de biens, de valeurs the US aircraft carriers, the Nimitz, que détient la marine américaine, hein, the other ones involved in et this, tous les autres impliqués là-dedans, there are extreme sensitivities. And il y a beaucoup de sensibilité. that's the other point. Et No ça, c'est l'autre point, nous dit Nick Pope. government really likes to turn around and say, look, we've lost control of our own airspace here. That's right. Donc, le gouvernement américain, naturellement, ne veut pas admettre qu'ils ont perdu le contrôle de du ciel américain, de l'espace aérien américain. Something in our skies faster and more maneuverable. Et que quelque chose dans notre ciel est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant que ce que nous avons. And we don't know what it is. Et on ne sait pas ce que c'est. Yeah, and maybe our understanding of physics isn't broad enough. Et même, Tucker dit, même que comprendre la physique, c'est pas encore assez pour comprendre ces phénomènes-là. No, I think it's a very good point. Nick Pope, thank you Well, for that yeah. update. Donc, vraiment fascinant. Je sais que ça va vous intéresser et c'est pour ça que je vous le partage. Vraiment, vraiment fascinant. Mais c'est surtout le fait que Tucker et même Nick Pope nous disent qu'on a, quelque part aux États-Unis, dans des entrepôts appartenant au gouvernement ou dans des facilités, des débris d'un de ces, en tout cas, des objets-là. Vraiment, je vais faire des recherches, si vous en trouvez. Gênez-vous pas, envoyez-moi les infos. J'en parlerai. Donc, vraiment pas une histoire qui est terminée, ça fait juste commencer. On vient de créer une task force, une unité spéciale. Une histoire vraiment à suivre. Un des clichés les plus communément admis avec les films de science-fiction, c'est que les extraterrestres ont la fâcheuse habitude de se poser uniquement aux États-Unis, que ce soit au Nouveau-Mexique ou à New York. Mais ne nous y trompons pas, notre beau pays sait lui aussi accueillir les visiteurs et l'attractivité intergalactique de la France n'est plus approuvée. La preuve avec ces témoignages troublants que le très officiel GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, peine à expliquer. Qui a besoin de touristes chinois ou allemands? On peut avoir des visiteurs martiens ou vénusiens. Numéro 1, l'affaire de Valençol. Il est à peine 5 heures ce 1er juillet 1965 quand Maurice Mas, 41 ans, commence le travail. Cet agriculteur quitte son domicile pour rejoindre son exploitation. Alors qu'il démarre son tracteur, Maurice entend un puissant sifflement qu'il croit être celui d'un hélicoptère. Un hélicoptère, en cette saison, il contourne son clapier lapin pour identifier la source de ce son mystérieux et aperçoit au milieu d'un champ de lavande un objet à la forme d'un ballon de rugby, métallisé, le tout surmonté d'un dôme transparent. De cet étrange appareil sortent, comme il le dira dans sa déposition à la gendarmerie, des créatures de moins d'1 mètre avec des grosses têtes et des combinaisons gris-bleu. Maurice se dit alors, tiens, c'est pas normal, et il se dirige vers eux. C'est alors qu'une des créatures brandit un tube transparent bleuté et Maurice se retrouve paralysé en train d'observer les visiteurs deviser dans une langue étrange, puis regagner leur appareil, décoller et disparaître. Quand Maurice recouvre sa mobilité, il constate que le sol a durci comme du ciment à l'endroit où était l'OVNI et 2 ans plus tard, la végétation n'y avait pas repoussé. Valençol a-t-elle été la scène du rencontre du troisième type? Était-ce une manœuvre militaire américaine secrète ou Maurice était-il complètement taré? Nous ne le saurons sans doute jamais. Numéro 2, l'enlèvement de Cergy Pontoise. Nous sommes en 1979. 3 amis, Franck, Jean-Pierre et Salomon, sont témoins d'un phénomène incroyable. Vers 4h30 du matin, alors qu'ils se préparent à partir travailler sur un marché, une traînée de lumière s'approche de leur voiture. Des boules lumineuses de la taille de balles de tennis gravitent autour du véhicule. Jean-Pierre court chercher un appareil photo. Le temps qu'il revienne, les lumières ont disparu et Franck s'est volatilisé. Il ne réapparaîtra pas avant 8 jours.
À son retour, il ne se souvient de rien et il aura eu l'impression d'avoir dormi 15 minutes. Cette histoire mettra en émoi toute la France et ses protagonistes feront le tour des plateaux télé, y compris chez les Bogdanov, preuve du sérieux de la chose. 4 ans plus tard, Jean-Pierre dira avoir tout inventé expliquant vouloir mobiliser l'opinion pour la sauvegarde de la planète. Mais ses compagnons ne flanchent pas, tout comme d'autres habitants du quartier de l'époque qui affirment avoir vu des lumières. La légende est désormais bien ancrée, plus rien ne la fera disparaître. Numéro 3, l'affaire de Trans-en-Provence. Ce qui s'est passé le 8 janvier 1980 dans le Var a une particularité. Pour la première fois en France, un phénomène non expliqué a laissé des traces matérielles sur place. Il est 17h à Trans-en-Provence quand le dénommé Renato Nicolai fabrique un abri en ciment pour la pompe à eau de son jardin. Le nom de la commune, celui du mec et son activité un jour de début janvier, rien ne va dans cette histoire, mais poursuivons. Renato voit atterrir un engin qu'il décrira comme 2 assiettes collées couleur plomb de 2,50 m de diamètre environ pour 1,80 m de haut. L'appareil décolle puis disparaît. On serait tenté de penser que Renato Nicolai va attaquer l'apéro un petit peu vite, mais les traces laissées par cette apparition interpellent les gendarmes. Le sol a été tassé par un objet massif et chaud et les plantes ont subi une dépigmentation soudaine. Aujourd'hui, la piste du canular est privilégiée, mais l'affaire de Trans-en-Provence est celle qui a, à ce jour, mobilisé la plus grande enquête scientifique en France et qui a permis de solliciter des fonds pour faire passer l'ufologie à l'échelle supérieure. Si un jour on trouve des extraterrestres, ce sera peut-être grâce à Renato Nicolai. Numéro 4, l'OVNI de Coulommiers. Le 28 janvier 1994, l'Airbus A320 d'Air France assurant la liaison entre Nice et Londres survole Coulommiers en Seine-et-Marne. Le steward présent en cabine à ce moment-là signale un objet sur la gauche, un ballon météo certainement. Mais quel ballon météo a la forme d'un disque brun ou rouge sombre et se métamorphose avant de disparaître subitement? Les radars ont effectivement capté une présence furtive ce jour-là, mais qui ne correspond à aucun plan de vol déposé. Les faits sont d'autant plus troublants que quelques mois auparavant, des cercles de culture sont apparus dans 2 communes distinctes de ce même département de Seine-et-Marne. Est-ce que la diffusion d'X-Files à la télé cette même année a un rapport? Certainement. Numéro 5, la rencontre de Cussac. Le 29 août 1967, dans le village de Cussac, dans le Cantal, 2 enfants, François, 13 ans et demi, et sa sœur Anne-Marie, 9 ans, surveillent une dizaine de vaches en jouant aux cartes. Tout à coup, François aperçoit de l'autre côté de la départementale de petits êtres qu'il prend d'abord pour des enfants. Ils sont noirs, mesurent entre 1 m et 1,20 m et semblent sortir d'une sphère lumineuse à côté d'eux. Puis les visiteurs rentrent la tête la première dans la sphère qui décolle et disparaît. Difficile de donner du crédit à cette histoire, mais quelques éléments sèment le trouble. Une odeur et un sifflement qui ont accompagné le décollage et qui ont été perçus par plusieurs riverains, un villageois qui témoigne de l'authentique état de choc des enfants à leur retour précipité chez eux et de l'agitation des vaches, et le fait que jamais les enfants n'ont démenti leur témoignage au cours des années qui ont suivi. En tout cas, cette question demeure. Pourquoi irait-il dans le Cantal ? Ce ne sont que quelques exemples dans la liste, près de 100, des cas inexpliqués recensés par le GEPAN. Ce que l'on peut en tirer, c'est que les aliens font vraisemblablement moins d'1 mètre, qu'ils envisagent de s'installer en Seine-et-Marne ou à la campagne et qu'ils n'ont aucune envie de discuter avec nous. Mais comment leur en vouloir? En tout cas, s'il y en a un qui passe au-dessus de chez vous, tenez-nous au courant, on fera un volume 2. Salut! Nous sommes le 9 janvier 1981 au GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Un telex arrive. Il provient de la gendarmerie de Draguignan. Et il dit ceci. La veille, à Trans-en-Provence, un témoin, attiré par un sifflement étrange, a aperçu un objet se poser dans son jardin. Lorsque le témoin s'est approché, l'objet, de forme ovoïde, gris, sans hublot ni antenne, redécolle soudainement sans soulever de poussière jusqu'à une hauteur d'environ 25 mètres avant de filer à toute vitesse vers l'est. Cet engin n'a pas eu d'effet particulier sur le témoin qui n'a vu aucun être à proximité. Il reste au sol 2 traces en forme d'arc de cercle ressemblant à des marques de pneumatiques. Ceci est ce que l'on appelle une rencontre du 2e type. Et elle va devenir l'une des plus célèbres affaires d'OVNI en France. En 1972, l'ufologue américain Joseph Allen Hynek propose une échelle classant les observations d'OVNI. La rencontre du premier type, c'est l'observation distante d'un OVNI par un témoin. Et quand on sait que la plupart des gens ne savent pas identifier un bolide quand ils en voient un, ou ne savent pas ce qu'est un flash iridium ou un nuage lenticulaire, ça nous laisse quand même une sacrée marge pour les erreurs d'interprétation.
On en a déjà parlé dans une autre vidéo, un témoignage, ça vaut pas grand-chose. Ce qui est beaucoup plus solide, ce sont les preuves matérielles. Ça, c'est la rencontre de deuxième type, quand l'OVNI est observé et laisse des traces. La rencontre du troisième type, c'est quand un ou plusieurs témoins observent non seulement un OVNI, mais aussi ses occupants. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du film de Spielberg. La classification de Hynek a été complétée par la suite. La rencontre du quatrième type, c'est l'enlèvement par les extraterrestres. Le cinquième type, c'est la discussion avec eux. Le sixième type, c'est quand un témoin ou un animal est tué par des extraterrestres. Et le septième type, c'est quand le témoin a des relations sexuelles avec eux. Non, c'est impossible! Ils mentent! On doit faire quelque chose pour les retenir! Votre sécurité, ne leur faites pas le moindre signe. Ils croient que nos mains sont des organes sexuels. Vous devrez finir ce que vous aurez commencé. La vidéo a commencé depuis quelques minutes et était déjà plus bienveillant. Chasser le naturel ? Revenons à notre rencontre du deuxième type. Celle-ci nous intéresse beaucoup plus qu'un simple témoignage, parce qu'en plus d'un simple témoignage, on possède de solides preuves matérielles. Tellement solide que ce cas est encore aujourd'hui cité en exemple comme l'un des plus marquants sur le territoire français. Nous sommes donc le 8 janvier 1981 vers 17h. Le soleil va bientôt se coucher et le temps se rafraîchit. Renato Nicolai, un ouvrier italien immigré de 52 ans parlant un peu mal le français, se trouve dans son jardin derrière chez lui. Il est en arrêt maladie suite à un infarctus avec rechute. Et il est alors en train de construire un abri en parpaing pour une pompe à eau sur un terre-plein qui surplombe sa maison. Soudain, son attention est attirée par un curieux sifflement. En tournant la tête, il aperçoit un disque de couleur gris mat, entouré d'un anneau épais qui s'approche et se pose en contrebas à environ 50 mètres de distance, hors de sa vue. Il décide alors de s'approcher. Il le décrit comme, je cite, un disque un peu ventru, comme deux assiettes collées l'une contre l'autre par les bords, avec un anneau central d'une vingtaine de centimètres de large. L'objet, qui s'est posé près d'un mur de terrasse, fait environ 2,50 m de diamètre, 1,50 m de haut, et repose sur 2 ou 4 tuyères qui ressemblent à des seaux de maçon renversés. 2 ou 4, Renato n'est pas en mesure de le dire à cause de son angle de vue. Au bout de quelques secondes seulement, l'objet redécolle brusquement, sans tourner, sans bruit et sans soulever de poussière, et file à toute allure vers l'est. Au total, l'observation aura duré entre 30 et 40 secondes. Renato descend alors du terre-plein et s'approche du lieu de l'atterrissage pour constater au sol la présence des traces laissées par l'OVNI. Après son observation, il retourne à sa besogne, puis rentre chez lui et regarde la télé jusqu'au retour de son épouse. Lorsque celle-ci rentre du travail vers 21h, il lui raconte son aventure, mais elle ne le croit pas. Le lendemain, elle sera convaincue par les traces que lui montre Renato. Elle s'empressera alors de raconter cette histoire à ses voisins, les Morins. Madame Morin, très intéressée par le phénomène OVNI, lui dira qu'il faut prévenir les gendarmes. Chose que fera Renato. La gendarmerie relèvera les empreintes au sol et transmettra son compte-rendu au GEPAN, qui enverra des enquêteurs réaliser des analyses plus poussées quelques jours plus tard. Dans ces relevés, on compte des analyses biochimiques des végétaux prélevés sur le site de l'atterrissage, réalisées par un expert, et qui révèlent une décoloration anormale et un vieillissement accéléré. Un prélèvement de sol révélera la présence d'oxyde de fer, et une analyse par spectromètre de masse montrera la présence de composés cristallins et carbonés. Ces analyses sont soutenues par un membre éminent du CNRS qui parvient à démontrer qu'il s'agit du résultat d'une exposition à des micro-ondes. Et c'est sans compter bien entendu sur la présence au sol de 2 cercles concentriques qui sont la preuve irréfutable qu'un objet étrange s'est posé à cet endroit. Voilà. Au milieu de tous les témoignages imprécis et invérifiables, nous avons enfin des preuves matérielles sur lesquelles nous pencher et qui prouvent une bonne fois pour toutes que le phénomène OVNI est digne d'intérêt. Enfin, nous avons là la preuve qu'il se passe des choses, avec des éléments scientifiquement prouvés, et que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La preuve de la réalité de l'existence des extraterrestres est à portée de main, et bientôt, le voile du mensonge va se lever sur la vérité. Ok, vu que tu commences à partir en couille, ça veut dire que c'est là que tu vas commencer à débunker, c'est ça? Ok, j'ai compris. RIP in peace, la bienveillance. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est la version que vous trouvez chez la plupart des ufologues convaincus et des croyants en tout genre. Mais vous voyez, avoir des preuves matérielles c'est bien. Avoir des preuves matérielles qui valent quelque chose, c'est mieux. Donc avant d'affirmer que ce que l'on appelle le cas de Trans en Provence est une rencontre du deuxième type fiable, penchons-nous d'un peu plus près dessus.
Et comme d'habitude, c'est pas parce que la photo était belle sur le bon coin que tu vas pas trouver des traces de rouille et des finitions à la pisse en regardant de près. Commençons par remonter quelques mois avant l'affaire. En 1980, au GEPAN, on dispose de fonds pour réaliser des analyses. Problème, personne au GEPAN ne sait où trouver un spécialiste. Et c'est un stagiaire qui va leur parler de son voisin, Michel Bougnat, qui bosse dans un labo de biochimie à Avignon. Le 9 janvier 1981 arrive donc le telex de la gendarmerie, où il est dit que l'OVNI, stationnaire à 1 mètre au-dessus du sol, décolle sans soulever de poussière, et la trace au sol est décrite comme des traces de ripage de pneus. Mais dans le rapport de gendarmerie, cette expression disparaît, de même que des comptes rendus du GEPAN, et du vocabulaire de tous les partisans de la thèse extraterrestre d'ailleurs. De même, l'appareil stationnaire est maintenant posé au sol, et soulève finalement de la poussière en décollant. En moins de 24 heures, l'histoire a déjà changé. Ensuite, ce n'est pas Renato Nicolai qui a prévenu la gendarmerie, mais Madame Morin, sa voisine, accro aux histoires de soucoupes volantes. Jusqu'ici, ça peut avoir l'air d'un détail, mais vous allez voir que... peut-être pas. Autre détail, le GEPAN se déplace pour réaliser une enquête, mais il est peut-être utile de préciser maintenant que l'enquêteur arrive sur place 40 jours après la réception du telex de la gendarmerie. Michel Bougnat, le fameux biochimiste qui bosse à l'INRA, est là et réalise des prélèvements. Sauf que Bougnat est juste biochimiste, lui son rayon d'action c'est les analyses. Et on peut résumer que le résultat de celle-ci, c'est une décoloration des plantes. Après, ce que ça veut dire... Or, à cette époque, Michel Bougnat, ainsi que le GEPAN en général, sont partisans des thèses de Jean-Pierre Petit, qui cherche à faire la promotion de sa propulsion MHD et des ovnis dans les médias en général pour financer ses travaux. C'est lui, l'éminent spécialiste du CNRS, qui veut voir des micro-ondes dans de la luzerne jaunie. Sauf qu'un phytopathologue belge, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se contente pas de voir qu'une plante a jauni, mais qui est aussi capable de dire pourquoi, révèle en 1984, à la lecture des analyses de Bougnat, que non seulement ces prélèvements ont été faits n'importe comment, à des endroits choisis parce que ça l'arrangeait, sans vrai point de comparaison à l'extérieur du site, mais surtout que la décoloration des plantes correspond à ce qui se passe quand elles restent suffisamment longtemps sous un objet lourd posé dessus ou après une sécheresse. Bougnat rétorquera que oui, mais 2 ans plus tard, de nouvelles analyses sur place révèlent encore un jaunissement des plantes. Ouais, ok, mais 2 ans plus tard, ça fait longtemps que les supposés micro-ondes ne font plus effet. Par contre, 2 ans plus tard, en Provence, c'est toujours le sud et il fait toujours sec. Mais il reste les analyses des prélèvements de sol. Mais plutôt qu'un long discours, et si je vous montrais directement les résultats? Bien entendu, ces documents sont consultables sur le site du GEPAN et je vous mets les liens en description. Et donc, l'analyse du sol sur lequel on a trouvé des traces noires révèle que manifestement, il s'agit de peinture au zinc. Bon, maintenant, je crois que vous êtes mûrs pour que je vous montre les photos des traces au sol. Je vous rappelle que les spécialistes parlent de 2 cercles concentriques et que personne n'ose utiliser la description originale de la gendarmerie, à savoir une trace de ripage laissée par un pneumatique. Bon alors, non seulement ça ressemble vraiment beaucoup à une trace de pneu, mais en plus ça ressemble à une trace de dérapage, alors que Renato Nicolai a bien précisé que l'objet ne tournait pas. On notera aussi que pour un objet qui, selon la version, lévitait à 1 mètre du sol ou reposait sur des tuyères grandes comme des seaux de maçon renversés, aucune des traces ne correspond. On peut lire par-ci par-là qu'il existerait des analyses infrarouges montrant bien la trace des tuyères, mais curieusement, ces analyses se trouvent nulle part. On notera aussi que cet ovni, en faisant une trace circulaire qui ressemble curieusement à une trace de pneu, c'est aussi un peu viandé en partant, puisqu'il a aussi laissé une trace de la même nature dans le sens du chemin, notée C et indiquée par une flèche, mais aussi des traces de roues dans l'herbe autour. Bon, ça vous dit, on s'arrête 2 minutes et on prend un peu de recul? Nous avons donc des traces de pneus sur un chemin, de l'herbe jaunie à cause de la sécheresse ou d'un objet posé dessus quelques jours, une trace de peinture, et un témoignage qui ne colle pas avec les observations. Chez certains sceptiques, on verra apparaître des hypothèses d'hallucination de Renato, à cause du traitement qu'il prenait pour son cœur, et que personne n'a pris la peine de vérifier. Ou bien, on dira aussi qu'il s'agit d'une méprise avec un hélicoptère militaire qui, d'après les comptes rendus, circulait dans le coin à ce moment-là. Mais après une enquête, en 1984, Michel Monnery, qui s'intéresse au phénomène, élabore l'hypothèse suivante.
Madame Morin, voisine des Nicolai, est une fanat d'histoires de soucoupes volantes. Et comme la plupart des fanats de soucoupes volantes, elle est prosélyte et raconte à qui veut l'entendre ces histoires d'extraterrestres. Bien entendu, les Nicolai y ont droit aussi, et Renato, qui lui n'y croit pas, se dit qu'il va lui faire une petite blagounette. Il sait que ce qui compte, ce sont les preuves matérielles. Donc, soit il constate des traces de pneus intéressantes dans son jardin, soit il les réalise lui-même, peu importe, toujours est-il qu'il invente une histoire de soucoupe volante pour se foutre un peu de sa voisine. Sauf qu'il n'y connaît pas grand-chose, lui, aux soucoupes volantes. Mais il sait à peu près à quoi ça doit ressembler, donc il échafaude une histoire assez vague qu'il teste sur sa femme. Sa femme raconte elle-même l'histoire à la voisine, Madame Morin, la femme du percepteur des impôts. Renato rit sous cap, content de faire avaler des couleuvres à ces gens d'un statut social supérieur et qui le gonflent avec leurs histoires à dormir debout. Sauf que Madame Morin leur dit qu'il faut prévenir les gendarmes. Et là, Renato, qui sait que c'est une blague, répond que c'est pas nécessaire de les déranger pour si peu. Tu parles. Vu qu'il n'est pas décidé à lever le petit doigt, Madame Morin s'y rend elle-même. Et Renato se retrouve avec les bleus qui sonnent chez lui. Le truc, c'est que s'il avoue la supercherie, il risque de se prendre un outrage aux forces de l'ordre et de se fâcher avec sa femme et ses voisins. Donc il répond mollement aux représentants de l'ordre et leur fournit un témoignage, en espérant que ça en reste là. Sauf que la gendarmerie transmet cette histoire au GEPAN, qui à ce moment-là est en passe d'être restructuré. Peu de cas d'ovnis se présentent, alors que le GEPAN continue d'absorber de l'argent, tout en n'ayant jamais réussi à prouver jusqu'ici l'existence d'un phénomène intéressant ou exploitable. Tout au plus, le GEPAN a-t-il permis de montrer que les cas d'ovnis sont des méprises inintéressantes. 2 ans après l'affaire de Trans en Provence, le GEPAN passe d'un organisme collégial chargé de l'étude scientifique du phénomène ovni et doté d'un budget à un simple bureau chargé de répertorier les cas, avant de carrément disparaître en 88. Autrement dit, c'est pas la joie, et dans cette période compliquée, ce cas est une aubaine pour la structure qui peut enfin montrer à quoi elle sert et que son budget alloué aux analyses peut servir, tout en s'étalant un petit peu dans les médias au passage. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe, notre pauvre Renato se retrouve avec des curieux qui visitent son jardin, des enquêteurs qui lui posent des questions, et d'autres qui font des analyses de sol. Renato essaye de tempérer la chose en expliquant qu'il ne croit pas aux soucoupes volantes et qu'il pense que c'était juste un appareil militaire. Mais rien n'y fait, les curieux, les chercheurs, les radios et même les télés viennent en pèlerinage chez lui. Il se retrouve dépassé par les événements et il ne lui reste plus qu'une solution, réciter mollement la même histoire qu'il a racontée d'abord à sa femme et ses voisins. On peut aussi légitimement se demander si lui, simple ouvrier au chômage, n'a pas pris un peu de plaisir à raconter des sornettes à des soi-disant spécialistes qui viennent boire ses paroles sans esprit critique et expliquer ensuite dans des bouquins que grâce à lui, la science avance. On est en droit de le penser. Pourquoi ? Parce que quelques années plus tard, il confiera à l'ufologue Michel Figuet « Il y a tellement de couillons dans le monde, un jour, je vous dirai toute la vérité. » Voilà. Voilà l'histoire d'un des plus célèbres cas d'ovni en France. Donc à ceux qui s'en servent encore comme d'une preuve solide de l'existence des extraterrestres, permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous cherchez la vérité ou est-ce que vous cherchez à valider vos croyances, quitte à prendre une brouette pour un vaisseau spatial ? Levez les yeux au ciel et soyez astronogeek. À la revoyure. Laissez-moi vous raconter l'étrange match de foot entre la Fiorentina et Pistoiese. Nous sommes le 27 octobre 1954 dans la ville de Florence, en Italie. Ce soir-là, il se tient un match amical plutôt important car il oppose 2 équipes rivales. La Fiorentina, l'équipe de la ville de Florence, et Pistoiese, l'équipe de la ville de Pistoia, qui évolue aujourd'hui en 3e division. C'est donc le derby de la Toscane qui se jouera au stade Artemio Franchi devant 10 000 spectateurs. Quelques minutes après le coup d'envoi de la 2e mi-temps, un événement inattendu vient bouleverser la rencontre. Une vingtaine d'ovnis survolent le stade. Les joueurs s'arrêtent pour regarder cet étrange balai lumineux dans le ciel, l'arbitre interrompt la rencontre et dans les tribunes, c'est la panique. Les 10 000 spectateurs se mettent à hurler et à courir dans tous les sens. Gigi Boni, le coordinateur des supporters de la Fiorentina, a témoigné quelques années plus tard. Je me souviens clairement avoir vu ce spectacle incroyable. Ils se déplaçaient très vite et puis ils se sont simplement arrêtés. Le tout n'a duré que quelques minutes.
Leur apparence m'a fait penser à des cigares cubains. Les 10 000 spectateurs, les joueurs, l'arbitre, tout le monde a les yeux rivés sur cette apparition d'OVNI juste au-dessus du stade. À l'époque, le sujet OVNI est récent mais très présent dans l'esprit des gens. Les médias en parlent beaucoup et les scientifiques commencent à s'y intéresser. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le sujet, mais beaucoup faisaient déjà l'amalgame entre OVNI et extraterrestres. Gigi Boni confia des années plus tard « Je pense que c'était des extraterrestres. C'est ce que je crois et il n'y a pas d'autre explication que je puisse vous donner. » Romele Tucci et Ronaldo Lumi sont du même avis que Gigi Boni, ils y voient également une présence extraterrestre. Romele Tucci déclara à la presse « J'étais si curieux et j'étais aussi très heureux, parce que dans ces années-là, tout le monde parlait des extraterrestres. Tout le monde parlait des ovnis et nous en avons eu l'expérience. Nous les avons vus directement, pour de vrai. » Ardico Manini, un joueur de la Fiorentina, a gardé un souvenir intense de cette soirée. Champion d'Italie en 1956 avec la Fiorentina, il témoigne quelques années plus tard. Alors que nous étions en train de jouer le match, tout s'arrêta parce que tout le monde regardait intensément vers le ciel. Il y avait quelque chose qui avait l'apparence d'un œuf, qui se déplaçait lentement, très lentement. En plus de l'apparition d'OVNI qui crée une panique dans le stade, il y a une substance qui tombe du ciel. Une substance collante, brillante, avec des reflets argentés. Ceux qui ont été en contact avec cette matière la décrivent similaire à du coton, mais insaisissable, car à son contact, elle se désintègre. Ardico Manini témoigna des années plus tard concernant cette substance. Tout le monde regardait en l'air et il y avait aussi une substance scintillante descendant du ciel. Une substance scintillante argentée. Nous étions stupéfaits, nous n'avions jamais rien vu de semblable jusqu'alors. Nous étions absolument abasourdis dès l'instant où nous l'avons vue. Cette substance, également décrite comme de la neige collante, ne cesse de tomber sur la pelouse du stade. Malgré ça, il a été possible d'en récupérer des morceaux qui étaient tombés sur des planches de bois. C'est le journaliste Giorgio Battini qui a pu en récupérer avec un bâton et qui les a emmenés à l'Institut d'analyse chimique de l'Université de Florence pour les faire analyser. C'est le professeur Giovanni Caneri qui s'est chargé de les étudier. Il a réalisé une analyse spectrographique et a conclu que la matière était composée de bore, de silicium, de calcium, de magnésium et qu'elle n'était pas radioactive. La chute de ce type de matière lors d'apparitions d'OVNI est très fréquente. Les chercheurs en ufologie ont baptisé ça des cheveux d'ange. Suite à cet événement, il a été rapporté que des observations d'OVNI ont été faites plus tôt dans l'après-midi au-dessus de la cathédrale de Florence et la même substance tombait au sol. La principale hypothèse pour expliquer ce phénomène est la migration d'araignées volantes. Il existe un type d'araignée qui forme de grandes boules de toile pour s'y réfugier et se laisser porter par le vent. Il se trouve que la période de migration de ces araignées coïncide parfaitement avec la date du match. C'est une théorie intéressante, mais la composition de la substance invalide cette hypothèse. Le bore et le silicium sont des métalloïdes et il y a peu de chances d'en retrouver dans une toile faite par une araignée. Pour certains, il s'agit d'extraterrestres, pour d'autres il s'agit de migration d'araignées ou bien de phénomènes naturels. Quoi qu'il en soit, plus de 60 ans après ce match, les faits n'ont toujours pas été élucidés. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo d'une rencontre du deuxième type à Trans en Provence en 1981, quand Renato Nicolai a observé une soucoupe volante se poser dans son jardin. Pour rappel, la rencontre du deuxième type fait référence à la classification de Hynek, le premier type étant l'observation d'un ovni de manière rapprochée, le deuxième type étant l'épreuve matérielle, et la rencontre du troisième type étant la rencontre d'individus extraterrestres, celle-ci ayant donné son nom au film de Spielberg. Bref, je vous ai donc raconté l'histoire de cette rencontre du deuxième type, et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à remédier à ça. Ce cas est certes très connu parce qu'il est relativement récent et a fait l'objet d'un épisode de Temps X et de pas mal de journaux télévisés, mais en France, nous avons aussi eu droit à une rencontre du troisième type, plus ancienne et donc moins documentée. Mais il se trouve qu'avec quelques recherches, on peut retrouver le dossier de gendarmerie. Donc, et si on allait voir ça? Et tu vas être gentil cette fois? À ton avis? Ce que l'on appelle la rencontre de Valençol a eu lieu en 1965. Le GEPAN, l'organisme censé enquêter sur ce genre d'affaires, a été créé lui seulement en 1977. Bien entendu, il s'est intéressé à l'affaire, mais vous vous doutez bien que 12 ans après les faits,
C'était compliqué d'arriver à la moindre conclusion. Ce cas est donc classé D dans les archives du GEPAN, c'est-à-dire inexpliqué, simplement parce qu'il est impossible de recueillir de nouvelles informations dessus qui pourraient apporter un éclairage nouveau. Je vais utiliser une seule source pour vous raconter cette affaire et c'est le dossier de gendarmerie. Tout simplement parce que c'est la seule source que je peux considérer comme fiable. Un obscur blog de croyants certifiant qu'il possède des informations complémentaires mais qui est incapable de dire d'où elles viennent ne m'intéresse pas. Rappelez-vous, ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Sauf que dans le cas de Valençol, tout comme dans le cas de Trans-en-Provence, des preuves, on en a. Et donc, avant de commencer, c'est le bon moment de vous rappeler une deuxième maxime. Une affirmation extraordinaire demande des preuves plus qu'ordinaires. Si un pote vient vous voir en vous disant qu'il a vu une licorne derrière chez lui, vous n'avez aucune raison particulière de le croire. S'il vous emmène sur place et vous montre des traces de sabots par terre, vous n'avez toujours aucune raison de le croire. Parce que les traces de sabots, ça peut être laissé par un cheval. Et il est infiniment plus probable que le cheval du voisin se soit barré de son enclos pour brouter le gazon de votre pote, plutôt qu'une licorne soit subitement apparue là pour disparaître ensuite quand on la cherche. Gardons ça en tête et voyons donc d'un peu plus près ce que l'on appelle la rencontre de Valençol. Le 2 juillet 1965, vers 19h30, les gendarmes de Valençol prennent connaissance d'une rumeur circulant dans le patelin. Le nom est caviardé dans le procès-verbal, mais il n'est pas dur à retrouver. Maurice Mas, un agriculteur de 41 ans, raconte que la veille, il a vu, posé dans son champ, un aéronef étrange. Le maréchal des logis convoque alors Maurice Mas et lui demande de décrire ce qui s'est passé. La veille, Maurice a quitté son domicile aux Aurores et s'est rendu dans son champ de lavande situé à 2 km de là. Il tient à préciser qu'il était à jeun. Arrivé sur place, il commence à biner son champ. Les cutéreux sont invités à expliquer aux gars de la ville ce qu'est une houe et à quoi ça sert dans l'espace commentaire. Quelques minutes plus tard, Maurice s'arrête à côté d'un tas de terre pour une pause clope. C'est à ce moment qu'il entend de l'autre côté du monticule un sifflement étrange. Il contourne alors le tas de terre et aperçoit dans son champ, à une soixantaine de mètres de distance, un objet de la forme d'un ballon de rugby, gris mat de la taille d'une Renault Dauphine, reposant sur 4 petites pattes, surmonté d'une verrière dans laquelle une personne était visible, avec une porte glissière sur le côté, et d'où est descendu un autre individu, petit et trapu, à la peau blanche. L'individu resté à bord a sûrement aperçu Maurice parce que l'instant d'après il fait signe à celui qui est descendu, qui s'empresse de remonter à bord. Le sifflement se fait à nouveau entendre et l'appareil disparaît dans un éclair. Maurice s'approche alors du site de l'atterrissage pour constater que la terre est mouillée et porte des traces en forme d'étoile. Au centre, il découvre un trou de 40 cm de diamètre et 50 cm de profondeur. Il affirme alors dans sa déposition n'avoir rien dit aux gendarmes pour éviter les embêtements. C'est vrai que faire une blague aux copains ça passe, mais aux gendarmes nettement moins. J'ai dit ça à haute voix ? Merde, pardon, j'étais juste en train de me rendre compte de la similitude avec le cas de Trans-en-Provence. Le maréchal des logis appelle le commandant de compagnie qui arrive vers 22h. Les gendarmes se rendent alors sur les lieux accompagnés de Maurice Mas, sans manquer de remarquer qu'il est, bien entendu, le seul témoin. Dans le champ, les gendarmes trouvent effectivement une trace au sol, mais rien de bien probant, la zone ayant été largement piétinée. Il s'agit d'une légère cuvette d'environ 1,20 m, avec au centre un trou de 18 cm, et pas 40, avec autour 4 sillons peu marqués et formant une croix centrée sur le trou. Il constate aussi que la terre est binée partout, sauf dans cette fameuse cuvette. Maurice leur donne alors quelques détails supplémentaires. En décollant, l'appareil a pris appui sur le sol et s'est propulsé en l'air dans un bruit sourd, mais sans soulever de poussière. Il est ensuite parti en oblique et a complètement disparu au bout d'une quinzaine de mètres, comme s'il était parti à une vitesse fulgurante. Il révèle aussi qu'il n'est en fait pas allé voir le site de l'atterrissage immédiatement, mais qu'il a en fait attendu une vingtaine de minutes. Il ajoute que quand il est repassé le soir même avec sa fille, le sol était devenu dur comme du ciment. Il ajoute aussi que le jour même, il a en plus constaté que les bords du trou étaient noircis d'un côté et que c'est un ami à qui il a raconté son histoire qui a dû en parler à tout le village. Il est alors plus de 23h, il commence à faire sombre et les gendarmes décident de revenir le lendemain. Le 3 juillet, à 8h30, tout ce petit monde retourne sur les lieux pour réaliser plans et photos. Notez la couleur de l'encre du dossier, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ceux qui sont assez vieux connaissent l'odeur de ce genre de document tout droit sorti d'une Ronéo.
Et pour les plus jeunes, ça sort d'un duplicateur à alcool. C'est l'ancêtre de la photocopieuse et c'était très utilisé dans les écoles pour faire des copies à pas cher. Mais je m'égare. Dans ce dossier, on trouve donc le plan détaillé de la zone et on apprend notamment que la distance entre le tas de terre où se trouvait Maurice Masse et la zone décrite comme le lieu de l'atterrissage sont espacées de 90 mètres. Voici la première photo, qui a mal vieilli, montrant la fameuse trace au sol. Les photos suivantes servent à donner une idée de la situation des deux lieux avec vue d'un côté, vue de l'autre, etc. On y voit notamment une vigne à côté du champ de lavande. Le cliché suivant montre la trace de croix et le fameux trou, et là, pardon, mais vous avez mesuré avec quoi les mecs pour trouver un trou de 18 cm? Et j'ai vérifié, c'est bien écrit centimètres, hein, pas millimètres. Et c'est sans parler de Maurice qui a envoyé 40. Ça les mecs, c'est un trou de piqué. Quant à la terre dure comme du ciment, elle a juste pas été binée quoi. Mais rien qu'aux traces de pas laissées dedans, je vois que c'est pas vrai non plus. Quant aux traces en forme de croix, on va passer sur le fait que Maurice dit avoir vu 6 pieds et qu'il n'y a que 4 traces, mais surtout leurs pieds, s'ils étaient 4, ne devaient pas être très bien gaulés, hein, vu la tronche particulièrement irrégulière de la fameuse croix. Posez par exemple des patins d'hélicoptère dans une terre vaguement sableuse comme celle-ci. Demandez-vous à quoi ça pourrait ressembler et comparez avec ça. Et puis ce trou, putain, il est où le trou de 18 ou 40 cm de diamètre ? Ça, les copains, c'est un simple trou de piqué. Le trou correspond pas, la cuvette est archi vague, la croix est totalement irrégulière. Je veux bien que la zone ait été piétinée, mais on voit bien que la terre est sèche. Donc c'est pas comme si de multiples pas dans la boue avaient complètement modifié la physionomie des lieux. On pourrait aussi arguer que les curieux ont pu combler le trou à force de marcher dessus, mais si ça avait été le cas, on aurait juste eu une fosse de terre meuble au centre, de 18 ou 40 cm de diamètre avec des bords érodés. J'ai jamais vu un trou se refermer par piétinement et laisser une belle ouverture nette comme ça au milieu. Ou alors faut m'expliquer dans quel univers et avec quelle loi de la physique. De même pour la croix. La terre est ferme comme de la terre en fait. Elle n'est manifestement pas dure comme le béton et les sillons n'ont pas pu être déplacés par le piétinement. D'ailleurs, vu qu'ils contiennent plus de pierres que les alentours, on peut légitimement se dire qu'ils ne sont pas issus d'un écrasement. Ils n'ont pas l'air d'avoir été faits à la houe non plus, histoire de dédouaner ce cher Maurice, mais ils ont plutôt l'air d'être là depuis un sacré bout de temps. Dans son analyse, l'ufologue sceptique Dominique Caudron dira plus tard qu'il s'agissait probablement d'un ancien emplacement de tonnes, appartenant aux voisins de Maurice. Une tonne, c'est un gros réservoir en bois, dans le genre tonneau, d'où la similarité du nom. Et un support en bois pas forcément très régulier, resté là un bon moment et retiré depuis quelques temps, explique bien mieux cette trace au sol qu'une machine high-tech de la taille et donc probablement aussi du poids d'une voiture, posée pendant quelques minutes. Arrêtons-nous une seconde pour prendre un peu de recul sur cette affaire. Maurice Masse raconte à un copain qu'il a vu une soucoupe volante dans son champ. Il lui montre une vague trace au sol censée servir de preuve. Son copain va le raconter à tout le village qui vient voir le site et l'histoire arrive aux oreilles des gendarmes. Maurice est convoqué à la gendarmerie où on lui demande de s'expliquer. Il emmène alors les gendarmes sur place et leur montre la trace qui consiste en un coin de terre pas biné, 4 vagues sillons irréguliers et un trou de piquet. Ceux-ci font un compte-rendu, mais Maurice, le commandant de la brigade et même l'appareil photo ne sont pas d'accord entre eux sur la taille du trou qu'ils ont devant les yeux. Si je reprends mon histoire de licorne là, c'est comme si votre copain ne vous montrait pas des traces de sabots, mais de vagues formes arrondies dans la terre. Le cas de Valençol, à l'instar de celui de Trans-en-Provence, est considéré par les ufologues convaincus comme l'un des plus solides cas de rencontres extraterrestres en France. Donc si ça c'est le plus solide, je vous laisse imaginer le reste. Mais peut-être que ce cas est considéré comme tel à cause de la suite de l'histoire. Car le dossier de gendarmerie contient un 3e procès-verbal. En plus de la déclaration de Maurice et du compte-rendu du commandant, on trouve à la fin un document daté du 23 août. Comme je l'ai dit, ce dossier est le seul document fiable dont on dispose sur cette affaire. Il est donc impossible de dire ce qui s'est passé cet été-là, il y a 55 ans, dans un village de l'arrière-pays. Cependant, on peut tout de même supposer que, comme souvent en été, il n'a pas dû se passer grand-chose et que Maurice a dû être la star du moment et son champ, comme tous les sites d'apparition d'OVNI, est devenu un vrai lieu de pèlerinage. Et ce 23 août, sans doute enhardi par cette nouvelle notoriété, Maurice se décide à retourner à la gendarmerie pour compléter son témoignage.
Il dit avoir gardé certains détails sous silence pour ne pas qu'on le prenne pour un fou. Il modifie donc son histoire. Après avoir entendu un sifflement et avoir vu l'appareil posé dans son champ, il a aperçu 2 personnes accroupies au sol, face à face, manifestement près d'un pied de lavande. Il a tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'êtres humains. Il décide alors de s'approcher en longeant la vigne qui borde le champ. Arrivé à 7 mètres d'eux, l'un des individus, lui faisant face, s'aperçoit de sa présence. Les 2 se lèvent et celui qui lui tournait le dos se retourne et pointe un objet vers lui qui le paralyse instantanément. Maurice se retrouve figé, debout, face à eux, incapable de faire le moindre mouvement. Il se décrit comme ni engourdi ni contracté, mais incapable de faire le moindre geste ou de remuer un membre. On notera cependant quand même qu'il semble garder suffisamment le contrôle des muscles de ses jambes pour garder l'équilibre et ne pas tomber. En gros, ça se passe comme dans les films de SF de l'époque. Parce que si vous figez quelqu'un en position debout, en vrai, il finit par se casser la gueule. Mais maintenant que Maurice est figé, les extraterrestres reprennent leurs activités. Il les décrit comme mesurant 1 mètre, rondouillé, avec une tête aplatie, chauve, 3 fois grosse comme celle d'un homme, de grandes oreilles, pas de menton, un trou à la place de la bouche, le teint européen et avec de petites mains. Il porte des combinaisons intégrales foncées avec une ceinture et des holsters de chaque côté. Il communique par des sortes de gargouillis et semble même se foutre de sa gueule. Au bout d'environ 5 minutes, les 2 extraterrestres remontent dans leur vaisseau et la porte automatique de la soucoupe volante se referme comme dans les films de SF. L'appareil se soulève d'environ 1 mètre, ce qui est maintenant un tube sort du sol, laissant le fameux trou de 40-18 cm, et les 6 pieds sur lesquels il reposait se mettent à tourner. L'appareil part ensuite plus vite qu'un avion à réaction. Maurice reste là, immobilisé pendant ce qui lui semble être un bon quart d'heure, incapable de savoir s'il allait réussir à bouger, avant de finalement retrouver sa mobilité. Ensuite, il est retourné à son tracteur, s'est allumé une cigarette et a repris son binage. Puis il est rentré chez lui vers 8h30, comme si de rien n'était. Alors, je veux bien croire qu'un mec qui a connu la guerre était sûrement pas mal endurci, mais quand même. Aujourd'hui, la mémoire de l'événement est entretenue par un ami à lui, qui s'appelle aussi Maurice, et qui tient une sorte de petit musée et raconte cette histoire aux croyants venus en pèlerinage. Combien on parie qu'à chaque récit, l'histoire est agrémentée de nouveaux détails qui n'étaient pas là avant. Et je dis ça, je dis rien, mais on n'est pas loin de Marseille. Alors je dis pas, ce monsieur est sûrement quelqu'un de très sympathique. Mais avec le nombre de gens qui viennent écouter son histoire, le nombre de fois où il l'a raconté, les questions qu'on lui a posées et qui ont dû l'influencer, et puis accessoirement, le fait qu'il n'a pas été témoin de la scène, j'aurais tendance à dire que l'histoire qu'il raconte a dû pas mal dévier de l'original. Certains sceptiques ont noté qu'au moment présumé des faits, une Alouette 2 était en manœuvre dans le coin. Une Alouette 2, c'est un petit hélico avec une grosse verrière et surtout une turbine. Et une turbine, ça siffle. Mais ça me paraît bien faible, d'autant que, comme je l'ai dit, des patins d'hélico, c'est droit, et si ça laisse des traces, c'est sûrement pas ça. Cependant, comme dans le cas de Trans en Provence, les preuves censées étayer le témoignage sont terriblement faibles. L'hypothèse d'un canular qui dépasse son auteur semble bien plus crédible, d'autant qu'à force que les sceptiques relèvent les incohérences de son récit, Maurice Mas a préféré se murer dans le silence. Et pourtant, il s'agit là d'un des cas majeurs de rencontres du 3e type en France. Donc, si je ne crois pas quelqu'un qui me dit avoir vu une licorne sur la base de 3 formes vaguement arrondies dans la boue, pourquoi devrais-je croire quelqu'un qui me dit avoir vu une soucoupe volante sur la base d'un trou de piquet dans le sol ? Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure. On vous emmène dans notre série de la semaine dans un autre monde parallèle, celui des extraterrestres. Premier épisode très sérieux avec un expert renommé des ovnis. C'est signé Julien Guéry avec Mathieu Maillet, Eric Rateni et Fabien Desgardins.
29 octobre 2019, 19h. À Belleuil, en Belgique, à 40 km de la frontière française, un couple aperçoit à 2 reprises 3 objets triangulaires survolant la route à quelques mètres du sol. Depuis, cette histoire ne cesse de passionner les ufologues du secteur. L'objet, il a fait un petit tournant en angle droit, il a légèrement été incliné. Et c'est avec cette inclinaison-ci qu'on a pu observer donc, le dessous de l'engin. Même à 80 ans passés, le Lillois Jean-Pierre Donte n'a pas hésité à faire le déplacement pour entendre le récit de Pierre et Jonathan, 2 enquêteurs belges. Ils ont vu en fait 3 lumières. L'intérêt vraiment de l'ufologie, c'est de faire des enquêtes de terrain. Si on se contente de compulser ce que l'on peut trouver sur Internet, on n'est pas à l'abri d'un canular ou de n'importe quelle histoire de ce genre-là. Par contre, sur le terrain, on vérifie. Et bien souvent, on identifie. Il faut aussi ne pas l'oublier. Mais ici, en l'occurrence, on n'a pas encore identifié du tout. On veut savoir ce que c'est, mais c'est très difficile parce que ça ne ressemble pas aux derniers avions que l'on connaît, le B2, n'est-ce pas, ou bien l'avion Aurora, ou un autre avion connu, militaire ou autre, puisque ça n'en a pas la forme exacte. Pas de photos, aucun bruit, aucun autre témoin. Aussi incroyable que cette histoire puisse paraître, elle ne surprend pas Jean-Pierre. Il la prend même très au sérieux. Une lumière puissante, mais qui ne diffusait pas. Non, elle ne diffusait pas. Non. Puisque les angles étaient extrêmement nets, voyez-vous. Oui. D'étranges lumières, mais aussi des traces sur le sol, des rémanences magnétiques. Depuis l'adolescence, Jean-Pierre s'intéresse aux ovnis, ces objets volants non identifiés. Une passion qui l'a mené à enquêter bénévolement sur plus de 120 cas dans la région en 50 ans. Il est même devenu une référence en la matière. Être contre ces projets, mais si vous essayez d'imaginer un seul instant que l'hypothèse OVNI repose effectivement sur une intrusion extraterrestre, ce n'est qu'une idée, ça n'est absolument pas une certitude. Mais si on essayait un instant d'y penser, ne croyez-vous pas que c'est quelque chose qui serait très intéressant à approfondir, parce que la vie que l'on cherche très loin, et si effectivement elle nous touchait d'infiniment plus près. Beaucoup considèrent que l'histoire de l'ufologie commence officiellement en 1947. Pourtant, en cherchant dans les actes de baptême et les écrits anciens, Jean-Pierre a trouvé trace de phénomènes s'apparentant au cas OVNI contemporain. Amiens dans la Somme. Et qu'est-ce qui s'était passé? Alors ça s'est passé un vendredi 8 janvier 1706. Il commençait à apparaître dans cette ville et dans les villages circonvoisins depuis les 7 heures du soir jusque pendant la nuit de grandes illuminations. Et il y a 500 ans, ça pouvait pas être de la pollution lumineuse, ça pouvait pas être des avions. Ça pouvait difficilement être des drones ou des retombées de vaisseaux spatiaux. Effectivement, ça reste non identifié dans les médias. Dans son livre, Jean-Pierre recense plus de 750 cas OVNI dans la région, dont une vingtaine seulement en Picardie, une région moins peuplée que le Nord-Pas-de-Calais, où l'on trouve plus de passionnés. Ce sont des régions où il y a des enquêteurs, des gens comme nous qui s'organisent en petits groupements et qui investissent, qui cherchent les cas qui sont connus. Et lorsque les témoins voient quelque chose de bizarre et qu'ils ne savent pas où s'adresser, le cas reste lettre morte. Au sein du groupement qu'il a fondé, les Rencontres ufologiques du Nord, Jean-Pierre et une vingtaine d'autres enquêteurs font état chaque année de 5 à 6 phénomènes ovnis intéressants dans la région. Mais qui sont ces enquêteurs et quel est leur rôle? Rendez-vous dans le prochain épisode entre Guillaucourt et Vincennes pour un nouveau voyage. C'est l'heure du 2e épisode de notre série sur l'étude des ovnis. Rassembler des témoignages, des images, monter des dossiers dignes d'enquête policière. C'est le travail de ce qu'on appelle justement les enquêteurs. Julien Guéry, Mathieu Maillet, Romain Lecomte, Éric Raténé et Fabien Desgardins. C'est bizarre ça. Ouais. Revoir encore et encore pour tenter de comprendre. On voit disons des fluctuations. Oui. Donc si c'est un nuage de plasma... Je ne sais pas. Georges et Hervé sont des enquêteurs.
Habitant dans la Somme, ils établissent des comptes rendus sur les observations ovnis faites dans le secteur, comme ici, filmé par des témoins en 2015 près de Roye. Interview des observateurs, relevés sur le sol, photos, vidéos, objectif élaborer un dossier le plus détaillé possible. On doit faire une déposition en gendarmerie, mais très peu osent déposer en gendarmerie par crainte du ridicule. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai bien l'impression que l'être humain n'a pas les outils intellectuels pour, disons, déchiffrer ce qu'on voit. On n'est pas fabriqué pour voir ça. Des dossiers qui sont ensuite transmis dans une structure au CNES, le Centre national d'études spatiales à Toulouse. Ce travail, Georges et Hervé le font bénévolement. Ils ont réalisé plusieurs dizaines d'enquêtes en Picardie, mais aussi ailleurs en France. 2 enquêteurs passionnés, fascinés par les phénomènes ovnis. C'est obligé que dans ces milliards d'étoiles au-dessus de notre tête, qu'il y ait fatalement des autres planètes habitées, qui sont peut-être plus évoluées ou moins évoluées que nous. Peut-être à l'état de bactéries, d'insectes, je ne sais pas. Mais des mondes habités, il y en a une certitude qu'il y en a. Et si Georges et Hervé cherchent à être le plus précis possible dans leurs enquêtes, c'est aussi parce que pour eux, l'ufologie est mise à mal depuis de nombreuses années. L'ufologie est un petit peu dénigrée. Prenez YouTube, sur 100 vidéos, vous allez en avoir une qui est plausible, et 99, c'est du montage, c'est bidon. Caméra infrarouge, appareil photo, gaussmètre, détecteur de champs magnétiques, de jour comme de nuit, Georges et Hervé n'hésitent pas à revenir sur les lieux d'observation avec leur matériel, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose et dans le but d'archiver le plus de documents possible. L'OVNI a été observé là, 3 fois gros comme un soleil couchant, qui ne peut pas être là parce que là on est à l'est. Des éléments qui pourront peut-être un jour être stockés au Sceau, à Vincennes. Travaux d'enquêteurs, magazines, près de 70 ans d'archives ufologiques sont sauvegardés ici. La France et la Suède sont les 2 seuls pays à posséder une telle structure. Donc voilà, vous avez des centaines de fiches présentées sur ce papier qu'on appelait du papier pelure à l'époque. C'était tapé à la machine par les enquêteurs. Parmi la vingtaine de membres actifs que compte cette association, Anne et Bruno, qui commencent tout juste un travail de recherche à partir des archives OVNI répertoriées dans le département de l'Oise. Il s'agit d'un groupe d'enquêteurs de la revue LDLN qui était venu pour enquêter sur un cas d'observation avec un atterrissage qui s'était passé en mars 1972 sur la commune de Songeon. Une trentaine d'enquêtes réalisées dans l'Oise sont archivées au Sceau. Objectif de ces enquêteurs, trouver des points communs entre les différentes observations et croiser ces données avec celles répertoriées au CNES à Toulouse. On est dans l'étrangeté la plus absolue. Donc ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre un peu de statistiques dans tout ça, de probabilités dans tout ça, et en conclure des sites potentiels d'observation sur lesquels on va pouvoir aller passer plusieurs jours d'observation nocturne avec les collègues. On aime bien faire ça, on part les week-ends et on va observer le ciel. D'un seul coup, car il est toujours temps de revenir enquêter sur un phénomène, 20, 30, voire 40 ans plus tard. Les outils et les méthodes ont évolué pour apporter une solution, ou pas. Résoudre des cas ovnis, c'est aussi le travail des agents du GEPAN. Mais le GEPAN, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, direction Toulouse, dans le prochain épisode. C'est un sujet de cinéma, mais aussi un sujet d'études très sérieuse. Le 3e épisode de notre série sur les ovnis vous emmène au Centre national de la recherche spatiale, où se trouve le GEPAN, une structure scientifique unique en France, officiellement chargée d'analyser les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Julien Guéry, Mathieu Maillet. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour, c'est bien la gendarmerie ? Oui, tout à fait. Vous êtes au cabinet communication de la gendarmerie de Picardie. Alors voilà, j'ai une petite question. Quand on est témoin d'un phénomène OVNI, quelle est la démarche à effectuer ? Alors, vous avez 2 possibilités. Soit de vous connecter directement sur le site du GEPAN ou leur envoyer un courrier. Donc, lorsque vous vous rendez sur leur site internet, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Mais vous avez également la possibilité de venir nous rencontrer au sein d'une gendarmerie. Et le GEPAN, c'est la seule cellule, la seule structure officielle qu'on a en France. À notre niveau, oui. Voilà, celle qui sera amenée à analyser et tenter d'expliquer justement ce que vous nous avez apporté. D'accord, merci. Les gars,
Il faut qu'on partage. Direction le CNES, le Centre national d'études spatiales. C'est ici que se trouve le GEPAN. Fondé en 1977, ce service a été créé suite aux nombreuses observations françaises d'OVNI dans les années 50 et 70, les fameuses vagues de témoignages. Contrairement à bon nombre de pays, en France, le GEPAN est un service public qui ne dépend pas de l'armée. Le rôle du GEPAN, c'est d'analyser des témoignages et à partir de ces témoignages, rapprocher des phénomènes connus qui pourraient expliquer ce témoignage. On a plusieurs types de phénomènes. On peut avoir des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels. Le GEPAN analyse chaque année 250 témoignages. Dans 90% des cas, les agents trouvent une explication depuis leurs ordinateurs. Météorites, alignement de planètes, reflets d'étoiles, passage de satellites. Bien évidemment, ils ont accès à tous les outils et toutes les données du CNES. Le témoin a toujours vu quelque chose, c'est vrai, sauf qu'il n'a pas su l'interpréter. Et notre travail, c'est de comprendre pourquoi. À l'origine, pourquoi quelqu'un a vu un avion et considère que c'est étrange. Éventuellement, il était de face et on ne voit pas les ailes. Donc, il voyait un tube. Bonjour Brigitte. Bonjour Roger. Est-ce qu'on peut faire le point si tu as eu des informations cette nuit qui ont été signalées? Oui, eh ben, écoute, on a eu quelques appels téléphoniques, effectivement. Pour les 10% de cas restants, une enquête de terrain est menée grâce à un réseau d'experts, d'enquêteurs bénévoles et de gendarmes établis dans toute la France. Un travail qui permet d'aboutir à une classification de chaque phénomène, A, B, C ou D, la catégorie des phénomènes toujours inexpliqués, même après analyse scientifique, 3 à 4% des cas à ce jour. Le rôle du CNES n'est pas de faire des analyses sur ces cas D et d'imaginer des hypothèses que l'on ne saurait pas démontrer. Donc nous, le rôle du CNES, c'est justement de mettre à disposition l'information, y compris quand on n'a pas expliqué, mais on n'imagine pas des hypothèses complémentaires. Dans les Hauts-de-France, le GEPAN a traité plus de 200 observations, dont les conclusions ne font pas toujours l'unanimité auprès des ufologues. Pourtant, restent certaines affaires qui ne sont toujours pas résolues. En Picardie, 4 cas sont toujours classés en D, comme celui de Bornel dans l'Oise en 2014. Ça pouvait être un drone, mais ça ne correspond pas en termes de lumière, de champ des possibles, parce que ça bougeait trop vite, ou la trajectoire n'était pas vraiment rectiligne, je crois. On n'a rien à cacher, et on est ouvert même à la discussion sur les cas tels qu'on les a publiés, au sens où notre méthodologie pour avoir classé un cas est publique. Car identifié ou non, chaque cas analysé fait l'objet d'un dossier consultable sur le site internet du GEPAN. Des dossiers où les observateurs sont rendus anonymes, car dire que l'on a vu un ovni peut avoir des conséquences. C'est ce que nous verrons au cours de notre dernière escale du côté de Liancourt dans l'Oise. Suite et fin de notre série sur les ovnis en Picardie, les gendarmes et les agents du GEPAN l'assurent. Tous les témoignages et les dépositions d'observation d'ovnis sont prises au sérieux, sauf qu'interviewer les témoins de phénomènes ovnis est compliqué aujourd'hui à Liancourt dans l'Oise. Pierre Dauchin accepte de raconter son expérience à Julien Guéry et Mathieu Maillet. En arrivant là-bas, je vois une lumière énorme, ici, très loin. Je me dis, il y a accident. Qu'est-ce que je vois, cet engin-là? Rouge. Cylindrique, gros comme ça, hein? Cet objet s'est déplacé, oui, comme je vous disais, n'est-ce pas? De là, il est parti progressivement, le marronnier n'était pas ce qu'il était, progressivement vers l'est, si vous voulez. Dans les années 70, des témoins de phénomènes ovnis, la télévision n'en manquait pas. Aujourd'hui, la chose s'avère beaucoup plus délicate. Et pour cause, on préfère garder l'anonymat. La tête bien sur les épaules, Pierre Dauchin fait pourtant partie des rares observateurs picards qui n'hésitent pas à parler de ce qu'ils ont vu. C'était le soir du 18 avril 2015. Je vois arriver 2 triangles noirs avec une grande lumière rouge en dessous. C'était très intriguant. Et donc quand les engins sont là, il y a un silence, c'est du vide. C'est très particulier.
Dès le lendemain, très enthousiaste à l'idée de raconter son expérience, cet ancien ingénieur rédige un rapport ainsi que des schémas, rencontre des gendarmes pour faire sa déposition, mais comprend qu'il n'est pas pris très au sérieux. C'est intéressant qu'ils soient obligés de vous entendre, c'est très intéressant. Ça veut dire que tous ces petits qu'ils soient, il y a dans leur hiérarchie quelqu'un qui, un jour ou l'autre, a trouvé que ce phénomène était suffisamment intéressant et suffisamment nombreux pour en prendre note. Du côté de la gendarmerie, on l'affirme, tous les témoignages d'observation OVNI sont étudiés avec beaucoup de rigueur. Mais ce scepticisme, Pierre va aussi le constater au sein de son entourage. On est systématiquement marginalisé. Alors ça, systématiquement. Hein. Même s'il y a des réflexions qui se passent, c'est toujours bon enfant. Salut les extraterrestres, alors ça va, tes petits hommes verts, tout comme ça. Toutes les conneries qu'on peut entendre. C'est pas intelligent, mais c'est bon enfant. La peur du ridicule. Voilà ce qui motive un témoin à garder l'anonymat. Contacté par Internet, le journaliste Fabrice Curlier, rédacteur au quotidien L'Union dans l'Aisne, la Marne et les Ardennes, constate de plus en plus cette tendance. Ça peut être effectivement assez difficile de le convaincre à parler, parce que toujours cette peur, même si on lui garantit l'anonymat, toujours cette peur que cette garantie d'anonymat ne soit pas respectée et qu'il se retrouve avec son nom de journal, ce qui est une perspective qui m'inquiète beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs globalement qu'un témoin a plus tendance à contacter une association spécialisée dans le phénomène, on peut en trouver plein sur Internet, plutôt que le quotidien local. Quand on en parle, alors là je suis formel, il y a une personne sur 3 à peu près qui a vu quelque chose dans la vie. Toujours il vous dit, mais vous savez que moi aussi j'ai vu un jour ceci, cela, et qui n'en parle jamais. Peur du ridicule, peur de gâcher une carrière, peur de je ne sais pas quoi. Pierre est aussi écrivain, avec à son actif une dizaine d'ouvrages. Alors il a décidé de raconter son expérience qu'il qualifie de parcours dans un livre. Il fait chaud ce mercredi. J'ai choisi de me présenter en tenue estivale, short et chemisette, pour bien marquer ma décontraction et le fait que je considère qu'être entendu est une simple formalité d'enregistrement, une démarche ordinaire qui ne change rien à mes habitudes et ne bousculera pas mon assurance. Mais le témoin est toujours dans l'attente d'une explication à son observation. Un enquêteur officiel s'est déplacé et a conclu sans l'avertir à de simples lanternes thaïlandaises, ce qui n'a pas manqué de l'agacer. Ça m'est arrivé ici au supermarché, un gars qui se pointe, qui vient me voir et il me dit « Tenez le coup !» Tenez le coup. Ça veut dire ne lâchez rien. Ça veut dire on va essayer de vous faire dire le contraire de ce que vous voulez dire, mais tenez le coup. Donc dans l'esprit des gens, il y a déjà l'idée qu'on ne vous cache pas beaucoup de choses. Si de nos jours, l'ufologie est un domaine moins pris au sérieux, si les témoins préfèrent garder l'anonymat, si les passionnés et les enquêteurs se font plus rares, pourtant, sur la grande quantité de faits observés, certains cas restent toujours inexpliqués. Alors, comment ne pas être fasciné ?